La climatisation, c'est comme tout le reste. C'est toujours une affaire de chiffres et de quantité. Donc, si on climatise le moins de mètres carrés en France, lorsqu'il va y avoir des épisodes caniculaires, ça va faire un appel d'électricité absolument considérable. À première vue, ce que Jean-Marc Jancovici vient de dire paraît relever du simple bon sens. Pourtant, derrière cette idée se cache une réflexion beaucoup plus profonde sur notre manière de construire nos villes et de vivre avec la chaleur. La climatisation extrait la chaleur des bâtiments et la rejette à l'extérieur. Lorsqu'elles sont très nombreuses, en période des canicules, elles peuvent accentuer localement les îlots de chaleur urbains. Elles consomment également de l'électricité, ce qui pose la question de leur impact énergétique selon la manière dont cette électricité est produite. J'avoue, j'aime beaucoup l'approche de Jean-Marc Jancovici, car elle nous évite de créer une dépendance technologique à la climatisation. Oui, parce que à elle seule, la climatisation ne peut pas être la solution. Il existe d'autres manières de vivre avec la chaleur. Justement, pour Jancovici, et pas seulement que pour lui d'ailleurs, le changement climatique est avant tout un problème énergétique. La prospérité des sociétés modernes repose essentiellement sur la consommation croissante des énergies fossiles, comme le pétrole, le gaz ou le charbon. Mais cela ne veut pas dire que vivre sous de fortes chaleurs est une problématique nouvelle pour l'humanité. Alors, si la climatisation n'est pas la solution miracle, comment faisaient les civilisations qui vivaient depuis des siècles sous 45 degrés? Figurez-vous, j'espère que je ne vous apprends rien, qu'il existe des régions du monde où vivre sous 40 ou 45 degrés fait partie du quotidien depuis des siècles. Incroyable, non? Pourtant, c'est notamment le cas des vastes zones en Afrique du Nord et au Sahel. Le plus étonnant, c'est que ces régions du monde nous apprennent qu'avant même d'allumer un climatiseur, nos villes peuvent déjà nous protéger de la chaleur. Et oui, regardez les vieilles médinas de Marrakech ou de Rabat, ou même une grande partie du monde méditerranéen, notamment en Andalousie où l'influence architecturale arabo-andalouse a profondément marqué des villes comme Séville, Cordoue ou Grenade. Les rues sont volontairement étroites. Bien sûr que ce n'est pas un hasard. Plus les ruelles sont resserrées, moins le soleil atteint le sol. Plus l'ombre domine, et plus la température ressentie diminue. Et ça change absolument tout. La ville elle-même devient alors un véritable climatiseur passif. La température ressentie peut alors être de plusieurs degrés inférieure à celle d'une grande avenue en plein soleil. Et bien évidemment, ces principes ne concernent pas seulement l'organisation des villes. Ils concernent aussi les matériaux avec lesquels elles sont construites. Le même matériau que l'on retrouve un peu plus au sud, notamment en Afrique de l'Ouest. La terre. Oui, ces matériaux que beaucoup considèrent encore à tort comme un matériau de pauvres. Et pourtant, pendant des millénaires, la terre a été l'un des matériaux de construction les plus ingénieux et les mieux adaptés au climat chaud. Des palais, des villes entières et des monuments ont été construits en terre. Une maison en terre ne combat pas la chaleur, elle la ralentit. Et c'est précisément ce qui fait toute la différence. Là où le béton emmagasine rapidement la chaleur avant de la restituer, jusque tard dans la nuit, la terre crue amortit les variations de température. Elle absorbe la chaleur pendant la journée et la restitue lentement lorsque la nuit tombe. C'est ce qui explique pourquoi certaines maisons en panko restent étonnamment fraîches, même en pleine saison chaude. Et s'il existe un bâtiment capable de résumer tous ces savoir-faire, c'est bien la grande mosquée de Djenné au Mali, le plus grand édifice en banco au monde. Depuis des millénaires, la Terre accompagne des civilisations. Elle n'est pas le symbole d'un retard, mais plutôt l'un des plus anciens matériaux de construction de l'humanité. Et elle a façonné l'histoire architecturale de nombreuses régions du monde, notamment en Afrique. Ironiquement, une partie des solutions que cherchent aujourd'hui les architectes pour adapter nos villes au réchauffement climatique existait déjà depuis des siècles en Afrique. Le problème n'est donc pas le matériau, mais plutôt le regard que nous portons aujourd'hui sur lui. Pendant longtemps, nous avons cru que modernité rimait forcément avec béton, acier ou climatisation. Et là, je vous avoue, il se passe quelque chose de très étonnant. Pendant que beaucoup pensent que le futur sera toujours plus de béton, plus de verre, plus de climatisation, certains des plus grands architectes du monde font exactement le chemin inverse. Face au réchauffement climatique, une partie de la réponse pourrait bien venir de techniques que nos ancêtres maîtrisaient déjà. Francis Kéré, lauréat du prix Pritzker 2022, a montré au Burkina Faso que la terre stabilisée pouvait produire une architecture
contemporaine, élégante et performante. Bien avant lui, l'Égyptien Hassan Fati défendait déjà l'adobé comme matériau d'avenir avec le village de New Gourmand. Plus récemment, Anna Ehringer a démontré au Bangladesh que les matériaux locaux pouvaient rivaliser avec les constructions modernes les plus ambitieuses. Finalement, peut-être l'avenir de nos villes ne se trouve pas dans davantage de climatisation, mais aussi dans des leçons venues des villes comme Séville, Marrakech, Djenné ou Tombouctou. Parce que les solutions les plus modernes ne sont pas toujours les plus récentes. Parfois, elles existent déjà depuis des siècles. Il suffit de les regarder juste autrement. C'était Culture Mandingue. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin.